Je vous propose de démarrer. Donc, place à l'intelligence émotionnelle au cœur de la mutation du métier de commercial. Et donc, vous l'avez compris, pour ce sujet, j'accueille deux invités de choix que j'affectionne, je tiens à le dire, particulièrement pour leur humanisme. J'entends par là, en fait, la place que chacun d'entre vous, Stéphane et Evelyne, vous donnez à la personne humaine et à son épanouissement au quotidien, dans son quotidien professionnel. C'est un grand bonheur pour moi de vous recevoir vraiment et sincèrement. Alors déjà, pouvez-vous vous présenter? Evelyne, Là, je vais commencer. Alors déjà, désolé, je ne sais pas pourquoi je suis connectée avec un autre nom, mais c'est pas grave. il m'appartient quand même, mais c'est pas celui que j'utilise au quotidien. Donc bonjour à tous. Donc je suis Evelyne Maisonneuve. Alors moi, j'ai un profil, je ne veux pas dire particulier, mais j'ai une carrière professionnelle qui s'est composée de vie de salarié et de vie d'entrepreneur, en fait. Donc, j'ai éprouvé les deux systèmes. Je repars aujourd'hui dans une vie d'entrepreneur, d'ailleurs, parce que je pense que c'est quand même celle qui me colle le plus à la peau. Ça, c'est clair. Donc, j'ai pas du tout une formation dans le commerce de base. Moi, je suis informaticienne à la base. Donc, et j'ai évolué dans ce métier et mon métier s'est transformé au fil des années d'ailleurs. Alors, quand on parle de mutation du métier de commerce, moi je peux dire que j'ai une mutation dans le métier que j'ai exercé, parce que j'ai fait un peu tous les métiers, mais par la force des choses, quand on entreprend, il faut savoir presque tout faire à un moment donné. Donc voilà, donc le commerce, bah, je suis pas née dedans, mais j'ai grandi avec et en le développant. Et parler de l'intelligence émotionnelle au cœur du métier du commercial, alors franchement, ça me touche beaucoup et merci de cette invitation. Parce que je pense que sans intelligence émotionnelle, je pense que c'est un métier dans lequel on ne peut pas réussir ou c'est difficile de réussir à long terme, hein, je parle bien sûr, parce qu'on peut toujours faire bien sûr des opérations. Et je n'imagine pas ce métier sans ça d'ailleurs. Voilà. Et pourtant, je n'ai pas été formée à ça. Voilà. Stéphane, Eh bien, bonjour à tous. Merci Corinne pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de collaborer ensemble. Moi, ce qui, je pense, le plus important dans ma présentation par rapport à la thématique, c'est que moi, je suis un pur produit du commerce. C'était mon premier job et ça l'a été pendant longtemps, jusqu'à un moment donné dans ma carrière où j'étais directeur commercial de 150 commerciaux avec les différentes strates du directeur des ventes au directeur de marché, au manager, au commercial sédentaire, et notamment avec la transformation euh, des équipes par rapport à l'arrivée de la tech, par rapport à beaucoup de choses. Donc en fait, le sujet me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai beaucoup éprouvé. Et on va, par rapport au menu que tu nous as préparé, Corinne, on va pouvoir en discuter. Voilà, donc cette casquette d'ancien DIRCO avec du volume et des personnes vraiment de tout âge, de tout horizon, et ça, c'est vraiment une vraie richesse à partager. Et le deuxième point, c'est que je suis membre du COMEX de la Fédération des dirigeants commerciaux de France, dans lequel, pareil, c'est un sujet, l'intelligence émotionnelle, qu'on travaille beaucoup. Et voilà. Voilà pour, je veux dire, les deux points sur ma présentation qui peut avoir un intérêt par rapport à la thématique. super. Alors, à l'ère de la transformation digitale, hein, tu en as un petit peu parlé de la tech et des nouvelles attentes des clients, parce que ça aussi, je dois dire que les attentes des clients évoluent sacrément. Le métier de commercial, donc, comme on l'a noté, est en pleine mutation. Et l'intelligence émotionnelle devient un facteur clé de différenciation, non seulement pour les commerciaux, mais aussi pour les managers et les directeurs des ventes. Morgane, tu as ton bandeau qui est apparu. Merci. Alors, explorons ensemble comment le leadership émotionnel peut devenir un levier puissant pour inspirer, motiver et guider les équipes vers le succès, tout en favorisant une culture d'entreprise finalement plus humaine et axée sur ce bien-être émotionnel. Et donc, pour entrer en matière, j'ai choisi de redéfinir l'intelligence émotionnelle dans un contexte plus large, incluant le QI, notre sacro-saint QI, et également l'ISée. Alors,
le QI, ce quotient intellectuel dont on a entendu parler, bref, est le résultat finalement d'un test psychométrique dont l'idée et la première échelle ont été proposées début 1900, donc en 1905, par un psychologue allemand, William Stern, et ce QI entend fournir une indication quantitative standardisée de l'intelligence humaine. On en pense qu'on veut. Alors que le QI est votre banque d'informations et ne prédit pas votre succès, votre quotient émotionnel impacte, lui, votre capital succès en influençant, entre autres, votre capacité à être à l'écoute et à reconnaître les impacts des émotions, les vôtres et celles des autres, sur votre vie en général. Lisez, qui est largement moins connu, et c'est plus récent, donc 1997, conceptualise un éventail d'aptitudes, de compétences et de talents non cognitifs qui influencent en fait la capacité à faire face aux pressions et aux exigences environnementales. Et en fait, cette ISEE, ce modèle comprend 15 aptitudes catégorisées en 5 domaines, donc 15 aptitudes, 5 domaines, à savoir compétences intrapersonnelles, interpersonnelles, la gestion du stress, l'adaptabilité et mon petit préféré, l'humeur générale. Si je m'attache à l'intelligence émotionnelle précisément, sa définition dit que, alors là je lis, l'intelligence émotionnelle désigne la capacité à identifier, comprendre, gérer et utiliser efficacement ses propres émotions ainsi que celles des autres. Donc ça va un petit peu moins loin que l'ISEE dont j'ai parlé précédemment. Et donc elle se compose de plusieurs compétences clés: conscience de soi, gestion de soi, motivation intrinsèque, empathie et compétences sociales. Bon, et Stéphane, Evelyne, pouvez-vous nous partager votre vision à vous, votre définition de l'intelligence émotionnelle? Est-ce que ça colle ou pas? Qui commence? Être galant à chaque fois. Ah, si on est galant, alors je vais quand même essayer de faire simple. Ça colle, oui, je pense que effectivement, c'est compliqué de donner une définition et puis chacun a sa vision en fait de ce que veut dire, enfin de ce que recouvre l'intelligence émotionnelle. C'est vrai que bah, si on le prend stricto sensus avec les termes, c'est gérer les émotions. Mais pas que, en fait, hein, c'est gérer ses émotions, mais qui sont là parce que bah, quand on a des émotions, c'est lié sûrement à un vécu et à des attentes et à un besoin. Et puis, c'est gérer ses émotions, celles des autres, gérer le stress, écouter, enfin, il y a plein de choses dedans. Donc, moi, j'ai un peu de mal, je dirais personnellement, à en donner une définition exacte. Bien sûr, on retrouve tous ces sujets. Pour autant, oui, c'est être à l'écoute, savoir gérer. Mais je dirais que l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est une capacité qu'on va avoir de passer presque de la réaction presque à la stratégie, si je le résume. Comme ça, c'est éviter d'être dans la réaction à chaud et pouvoir plus et davantage, pardon, observer et dégainer, excuse-moi l'expression, mais derrière, quoi. Donc, je dirais peut-être un petit peu plus en ce sens. D'accord. Stéphane? Eh bien, moi, je suis d'accord avec vous deux. Toute la liste, ce qui a été expliqué, pour moi, ça fait partie de la boîte à outils globale. Mais moi, je mettrais un chapeau au-dessus de tout ça. C'est qu'en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de construire quelque chose de positif et d'harmonieux. Et que par l'émotion et par toute la boîte à outils que vous avez exprimée, c'est de réussir d'arriver à son but positif et à un but qui est gagnant pour l'ensemble des parties prenantes. Moi, je le vois plus comme, voilà, le résultat. Après, la manière, vous l'avez très bien expliqué, donc j'ai pas besoin de rentrer dedans. Hmm. Alors l'intelligence émotionnelle dans le commerce, a priori, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai pu trouver, fait référence à l'utilisation des compétences émotionnelles dans les interactions commerciales, que ce soit avec les clients, avec les collègues
et également, évidemment, avec les partenaires. Donc, il s'agit, d'après les experts, d'un puissant levier pour améliorer les interactions commerciales, donc personnaliser les expériences clients et construire des relations solides à long terme, tout en favorisant donc cet environnement de travail plus équilibré, plus collaboratif au sein des équipes des ventes. Les chiffres sur la slide là, qui sont affichés, donc les 30% de revenus supplémentaires pour les entreprises dont les employés ont une intelligence émotionnelle élevée, ou alors les plus 20% d'augmentation de la satisfaction générée par des équipes avec embarquant une intelligence émotionnelle forte, ça vous inspire quoi? Stéphane, on change. Ok, Allez. j'attendais le go. Euh, alors, ça m'inspire beaucoup de choses. Déjà, moi, je précise juste quelque chose, même si je suis client, mais moi, je suis plutôt un spécialiste du B2B, où là, le commercial, grosso modo, et le client final n'a pas comme en B2C la capacité de tout voir sur un site internet, de pouvoir tester, etc. Donc, en fait, l'impact du commerce est vraiment important. J'ai pas les stats exactes sur la puissance du produit vs la puissance de la démarche commerciale, mais même avec un bon produit, une bonne offre, en B2B, le lien avec le commercial est essentiel dans sa capacité à comprendre le besoin du client, dans sa capacité à se mettre à la place du client. Et tout ça ne fonctionne qu'avec de l'émotion. C'est-à-dire que la grille de questionnement de 20 questions fermées, Mm. c'est pour quelqu'un si on est face à un client qui est plutôt chaleureux, qui est plutôt, si on prend les disques, un rouge-jaune, ça va être forcément un frein. Donc c'est là où l'intelligence émotionnelle rentre en ligne de compte et aucune intelligence artificielle est capable de se reprogrammer comme est capable de se reprogrammer une personne, un commercial, une commerciale face à son client et où bah, on va changer complètement la donne. Je sais pas, un rachat du client d'une croissance externe, le départ, on a rendez-vous avec quelqu'un, la personne vient de quitter l'entreprise et vous vous retrouvez avec une autre personne que vous n'avez pas du tout eu au téléphone. Ben, si on n'est pas capable de recréer de l'émotion avec son interlocuteur, de recomprendre, de se réinventer, de s'adapter quasi en temps réel, eh ben, la vente est beaucoup plus difficile. Et c'est là où l'intelligence émotionnelle est en fait la soupape de sécurité qui va permettre de jouer avec son offre, la situation, un environnement un peu plus complexe. Et c'est pour ça que je fais un petit pied de nez à l'intelligence artificielle qui, elle, est extrêmement riche, mais qui n'a pas cette capacité à s'adapter sur un changement d'émotion, même de son interlocuteur. Ève? Oui, mais je vais faire attention, essayer de ne pas redire la même chose parce que c'est toujours, c'est vrai que je partage complètement, hein, c'est sûr. Je ne sais pas challenger ou valider ces chiffres. Ce qui est sûr, c'est que ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire que nos meilleurs prospects sont nos clients. Et quand on veut garder des clients, sans intelligence émotionnelle, je pense que c'est compliqué. La fidélité, elle passe par ces échanges, cette émotion, le fait, l'empathie, de discuter, de comprendre et d'être alors, au service, c'est peut-être un terme un peu fort, mais au moins dans le partage des enjeux de nos clients et le fait de leur apporter des solutions qui répondent complètement à leurs enjeux. Et quand on construit de telles relations et qu'on sait démontrer qu'on peut s'appuyer sur ce type de collaboration, alors je parle peut-être plus, moi je fais du commerce en B2B aussi, hein, donc effectivement c'est peut-être plus adapté à ce monde-là. Mais je pense que quand on a compris ça et que effectivement les commerciaux ou le monde du commerce, voire des consultants aussi, hein, on parle de commerce au sens large, pas forcément que des commerciaux, ben on booste forcément les revenus de l'entreprise. Donc voilà. Maintenant, pour te dire c'est plus 30 ou plus 45 ou plus 15, je sais pas. Mm. Mais concrètement, on fait quoi en fait? Comment ça se traduit cette intelligence émotionnelle au quotidien pour booster la performance? Concrètement, on fait quoi? Alors, comment on fait pour booster la performance? Je pense que moi je dirais Avec plutôt, cette intelligence émotionnelle.
Oui, oui, mais finalement, elle s'applique dans la relation avec les autres. Donc, et c'est le boost, c'est la conséquence de la relation. Je le mettrais plutôt dans cet ordre-là. Comment on fait? Je pense que on essaie de comprendre, on fait des offres adaptées, on se met à la place et dans la peau en fait de nos clients. Alors moi, je le vois, je donne mes convictions pour être complètement en adéquation avec les attentes, parce que on a aussi des clients qui changent. Il faut aussi comprendre dans quelle direction ils vont. Donc, c'est tout cet échange, cette compréhension et effectivement la capacité qu'on a nous aussi à se remettre en question dans des convictions qu'on a au regard de l'évolution du marché et de l'évolution des besoins des entreprises. Mm. Si je peux compléter, on en a parlé souvent, c'est qu'on est passé de vente de produits à vente de solutions. Mm. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des choses qui étaient assez mécaniques. Le commercial arrivait, il avait son discours, il faisait sa démonstration produit, il envoyait sa proposition, il rappelait à la date, il allait signer son bon de commande. Ça, c'était dans des contextes encore, il n'y a pas si longtemps, et c'était plutôt lié à des ventes mid-market. Et en fait, la vente solution, qui est de construire, de co-construire avec son client, de comprendre son client pour arriver à matérialiser et le besoin et la bonne solution, était plutôt côté grand compte. Et là, on a vu un raz-de-marée de ces bonnes pratiques aussi côté mid-market. Donc, ce qui fait que cette méthode de vente, ces méthodes de vente se sont aussi beaucoup, beaucoup professionnalisées, quasi comme une science. Si je parle de Manact ou de Medic, je ne sais pas si je vais pas perdre tout le monde, mais c'est notamment des structuration de rendez-vous où à la fin du rendez-vous, le commercial doit déterminer qui est le champion qui va porter son offre à l'intérieur du comité de direction. Est-ce que le budget existe? Qu'est-ce qui se passe avec les concurrents? C'est une architecture qui permet de donner une note du potentiel du business. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est très mécanique. La seule chose, et c'est là on revient, et je reviens sur la partie émotionnelle, c'est que on a beaucoup, beaucoup travaillé depuis les écoles, Grand Xerox et autres, toute la méthode technique. Donc on prenait un commercial, qu'il soit plutôt chaleureux, plutôt intellectuel, plutôt très technique ou autre, lui il devait remplir des grilles et faire en sorte que son chemin et son process commercial soient huilés. Et en fait, la différence, sans parler du bon commercial ou du mauvais commercial, la différence dans la qualité de l'information qui est donnée, c'est l'émotion qui va faire la différence. Parce que demander à un interlocuteur qui va être le champion ou le signateur final, il y a une façon de le faire. Il y a une façon de donner la confiance, de rentrer sur un projet commun, que la personne en interne va donner quand même un nom d'un de ses sûrement supérieurs hiérarchiques. Donc il attend en retour quelque chose et la confiance, c'est quelque chose. Et comme je disais tout à l'heure dans la définition, l'objectif, c'est de construire un projet commun. Et donc là, j'ai parlé du MEDIC ou du MADACT, mais en fait, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que les commerciaux ont plein d'outils. Il y a un outil qui s'appelle l'inclination. L'inclination, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai plusieurs interlocuteurs et en fonction, je vais de 2 à -2 et je vais donner une note pour savoir s'il est pour ou contre le projet. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut discuter. Il faut avoir l'intelligence émotionnelle de pouvoir avoir ces différents interlocuteurs. Comment je vais mener un débat avec quelqu'un qui est contre. Donc, dans l'inclination, le principe, c'est que à un certain moment, quand on n'a pas quelqu'un qui est pro pour notre projet, il faut plutôt le mettre de côté plutôt qu'essayer de le convertir au projet. Donc, tout ça, ces mécaniques-là, qui sont, quand je parle presque scientifiques, hein, avec des outils qui sont maintenant intégrés au CRM, etc. Mon retour terrain, c'est qu'entre un commercial ou une commerciale qui a un vrai savoir-être, un vrai savoir-faire émotionnel, il va être beaucoup plus compétent dans l'enrichissement de toutes ces informations qui, par suite, va permettre d'avoir un meilleur taux de transformation. Et ça, c'est super intéressant. Et après, on en parlera après sur la transmission, mais voilà, je veux comprendre le fonctionnement du disque,
d'aller déterminer la couleur de mon interlocuteur, de construire une power map, c'est-à-dire de mettre tous les interlocuteurs de ma vente. Tout ça, c'est pas de la technique, c'est technique, mais c'est possible que si on a une très forte intelligence émotionnelle, et plus on sera émotionnellement compétent, plus on sera commercialement compétent, rempli d'informations, et on sera encore plus fort sur son process très normé aujourd'hui. Merci Stéphane pour ce rappel justement des fondamentaux. Mais en fait, euh, ça- est-ce que ça change par rapport à avant? Le commercial, c'est quoi le commercial d'hier, celui d'aujourd'hui et celui de demain en fait? Bah, je vais continuer sur la lancée. Ouais, Ouais, vas-y, j'allais dire, c'est une bonne question. Je vais continuer sur la lancée. Et en fait, euh, depuis les années 70-80, l'ère IBM et autres, alors je parle beaucoup de tech et d'informatique parce que c'est là où je viens, mais pour ODCF, on a des DIRCO d'autres entreprises, de banques, assurances, industries et autres. Et en fait, toute la partie technique autour des cycles de vente, que ce soit vente au téléphone, vente à distance ou vente à complexe à plusieurs interlocuteurs, on est rentré dans une ère, on n'est pas encore au pilier, mais en tout cas, on est rentré dans une ère de technicité. Et avant le commercial, on disait toujours, ouais, la bosse du commerce. En fait, la bosse du commerce, c'était celui qui, grosso modo, avait maîtrisé un peu les codes de l'émotion et puis avait quelques bonnes pratiques pour aller chercher les ventes. Sauf que avec cet effet de mesure de la performance et autres, on s'est rendu compte que la technique est très important. Mais qu'à ses limites. Et en fait, ces limites, c'est là où, merci Corinne de poser les fondamentaux des DCF notamment sur les trois piliers de l'intelligence commerciale, où on va retrouver notre thématique de l'intelligence émotionnelle, puisque pour être un bon commercial, il faut avoir effectivement l'expertise technique, et ça depuis toujours, peu importe comment dire, le métier. Il faut avoir le savoir-faire, c'est-à-dire l'efficience opérationnelle quand je parlais des process. Donc, je connais mon produit, je connais le besoin, euh, je connais aussi l'environnement. Et en fait, c'est assez drôle, c'est que les commerciaux qui maîtrisent le plus l'intelligence émotionnelle, comme de par hasard, ils lisent la presse spécialisée. Comme de par hasard, ils sont au courant de ce qui se passe au niveau des rachats de boîtes, des reventes, etc. Ils sont assez éveillés. Ensuite, il y a le savoir-faire qu'on peut mettre aussi dedans, qui est l'expérience opérationnelle. Je parlais de tous les process, d'inclination, de comprendre ce qu'est un disque, de faire le caméléon par rapport à son rendez-vous et le savoir-être, donc l'intelligence émotionnelle, qui va être le lien qui va permettre d'être le plus performant possible. Donc nous, ça fait déjà un moment qu'on a posé ce triangle d'or de l'émotion, de l'intelligence commerciale, puisqu'on a fait ce travail il y a au moins 3 ou 4 ans, et on est persuadé, peu importe le secteur d'activité, qu'il faut ces trois piliers pour être le plus percutant possible, et donc l'intelligence émotionnelle en fait partie. Ouais, c'est un vrai levier stratégique, en fait, dans le métier du commerce, effectivement. Je suis assez d'accord. mm. Et du coup, Evelyne, euh, maintenant qu'on a vu les fondamentaux, les piliers, est-ce qu'en fait, on en a débattu toutes les deux et aussi évidemment avec Stéphane, est-ce que sur le terrain, on constate vraiment une mutation? Et si on constate une mutation, éventuellement, c'est quoi cette mutation? Et est-ce qu'il faut que le commerce se transforme, en fait? Je répondrai en disant que ce qu'on constate, enfin ce que je constate, je ne vais pas faire une généralité, hein, je parle de mon expérience, c'est que les clients ont changé. Et si tes clients changent, forcément, la façon de les aborder et ton métier change. Donc forcément, on est obligé de parler de mutation, puisque ce qui change aussi, ce sont les stratégies des entreprises qui sont très orientées sur la satisfaction du client. Donc, il faut répondre aussi aux enjeux des entreprises et il faut que le commerce se colle, en fait, à la stratégie de l'entreprise et réponde aux attentes. Donc, forcément,
le métier mute dans le sens où, au-delà des enjeux financiers auxquels on était confronté il y a quelques années ou engagé il y a quelques années, c'était plus les chiffres qui comptaient. Comme les entreprises mettent très en avant en fait l'expérience client, forcément dans le métier du commerce, tu dois non seulement remplir tes objectifs tant sur l'aspect financier que sur l'aspect satisfaction. Donc, du coup, forcément, je dirais que rien qu'avec ces deux aspects, tu es obligé de voir que ton métier se transforme. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'avant, on n'était pas inquiet ou on ne travaillait pas la relation client. Je pense que moi, j'ai eu la chance de diriger une entreprise et j'ai eu de la chance d'avoir des clients très fidèles pendant des années, plus d'une dizaine d'années avant que je la revende. Je pense que sans cette relation, sans ce partage avec mes clients, ça n'aurait pas pu marcher. Donc, il y a des années qu'on exerce le métier de cette façon, mais c'est vrai que comme les entreprises mettent beaucoup plus en avant certains aspects, on est obligé maintenant, enfin on est obligé, pardon, le commerce doit forcément en fait prendre en compte tous ces aspects liés au métier en fait. Voilà. Je dirais ça plutôt, non pas que le métier a profondément changé, parce qu'au fond, les bons commerciaux d'hier, on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas d'intelligence émotionnelle. Mm. Ils en avaient forcément, mais c'est vrai que les entreprises ont pris conscience que dans le cadre de la vente, il fallait aussi accompagner les commerciaux sur cet aspect-là. Parce que, et pour pas qu'ils aient que l'aspect financier en challenge. Stéphane, tu veux Je sais plus si tu compléter? partages. Euh, ouais, je veux bien compléter. La seule chose, si je rebondis sur ce que tu as dit, c'est les commerciaux d'hier. Je pense que les ventes étaient moins complexes. Et donc, le niveau d'émotion n'était pas forcément aussi important. Alors, c'est pas une généralité, hein, mais la complexité des cycles de vente, la communication maintenant des clients qui ont tellement d'infos, la mise en concurrence qui est beaucoup plus ardue, la connaissance de ses concurrents, de sa proposition de valeur, etc. Je pense qu'avant, on n'avait pas autant d'informations et donc l'intelligence commerciale tout court, en fait, a pour moi pris a beaucoup évolué. Et quand je vois cette slide et ce thème, j'ai plusieurs trucs qui me viennent en tête qui étaient pas prévus. Vas-y. Le premier truc, c'est que il y a quelques années, on a eu une tendance au profil technique sur les ventes plutôt grand compte en disant, tiens, on va aller chercher des bac plus 5 bac plus 7 avec une connotation très technique pour montrer que notre produit, c'est le meilleur, qu'il y a une technicité de dingue. Et, voilà. Et en fait, ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché parce que ces profils se sont retrouvés à être des super démonstrateurs de l'offre et du produit, mais avec quasi zéro intelligence émotionnelle et dans le cycle de vente et dans emmener le client à signer. Alors, quand on est, et donc, au final, ça a eu un impact positif dans le marché, sur le marché du commerce parce que ça a fait monter le niveau d'exigence en termes de technicité. En revanche, on s'est vite rendu compte que il fallait quand même avoir, et notamment sur ces profils techniques, les passer à la moulinette pour savoir si il savait dire oui à un client, même si l'offre n'était pas complètement sèche, de savoir déjeuner avec un client et être assez chaleureux pour obtenir des informations. Enfin, tout ce qui paraît assez simple, mais quand vous êtes face à une porte de prison hyper intellectuelle, ça ne fait pas un bon business, ça fait pas un bon businesswoman, une bonne businesswoman. Donc ça, c'est un premier sujet sur le profiling. Et il y en a un autre sur ce profil aussi, c'est que il y a une tendance très forte qui vient d'Angleterre et des États-Unis, qui sont les sales ops, les sales operations. C'est-à-dire que c'est des contrôleurs de gestion qui viennent sur contrôler ce qui se passe en termes au niveau des commerciaux pour être justement dans l'ultra-performance, etc. Et donc, pareil, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent en arrière parce qu'ils avaient mis en place énormément de sales ops machines avec des commerciaux qui ressemblaient plus à des commerciaux financiers. Et pareil, retour en arrière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas dans ce triangle où on mélange les trois, ça ne fonctionne pas.
et trop passer sur la partie technique et moins sur l'émotion ou vice-versa, il y a un vrai problème de montée en compétence. Enfin, le dernier point que je voudrais évoquer là-dessus, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, l'intelligence émotionnelle, c'est construire, être dans un état positif. Il y a aussi une notion d'interne et d'externe. Et c'est là où on va voir tout de suite, quand je vous dis que j'ai notamment essayé de basculer des forces commerciales un peu à l'ancienne dans le nouveau monde, eh bien, quand je parle d'interne externe, vous ne transformerez pas quelqu'un ou vous ne lui montrez pas l'intérêt de l'intelligence émotionnelle avec ses clients si déjà il l'a pas compris en interne sur l'apport que ça pouvait faire et la construction commune de l'entreprise sur de nouvelles pratiques, sur le fait d'avoir des ventes entre guillemets plus émotionnelles pour être plus fort après sur ces ventes traditionnelles, et bien très rapidement, on voit les candidats qui, dans tous les cas, ne passeront pas le cap et n'iront pas et le feront pas sur le terrain. Et donc, ça, l'interne-externe est aussi pour moi un bon passage à l'acte pour savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Mm. Merci beaucoup. Alors du On coup, on l'a un petit euh, peu vu ce matin, quand même, j'ai eu la chance d'écouter des conférences et quand effectivement certains intervenants disaient bah, la vente est un transfert d'enthousiasme, ça j'ai beaucoup aimé, ah oui, mais un transfert d'enthousiasme pas qu'avec nos clients, quoi, mais aussi en interne, pour rejoindre ce que disait Stéphane. Tout à Mais fait. de toute façon, les rayons de soleil dans les équipes, comme de par hasard, c'est les rayons de soleil sur les chiffres. Oui, oui, c'est Gens vrai. qui sont là, qui sont investis, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à faire progresser, qui cherchent à toujours à améliorer les choses. Euh, Comme de par hasard, quand ils arrivent en rendez-vous, ils vont avoir la même dynamique et ça va être hyper bien perçu par l'interlocuteur d'avoir un builder en face. En plus avec une énergie positive et ça alors j'étais pas malheureusement j'ai pas écouté je regarderai la vidéo. Et au final, ça me fait penser à un dernier thème. C'est-à-dire que par rapport à ce duo gagnant, il y a une thématique que je porte pas mal en ce moment, qui est le sujet de la RSE. Si en plus votre offre a du sens, si en plus de cette intelligence émotionnelle, si elle est portée par une offre pleine de sens pour apporter des choses au niveau du client et de fait du commercial, bah en fait, l'intelligence émotionnelle, elle est encore décuplée. Parce qu'en plus, il y a un objectif, en plus Ouais. d'être quantitatif, d'être aussi qualitatif et de transmission. et Ouais, du qui coup, vient toucher des valeurs très profondes et très, très présentes aujourd'hui, en fait, hein, tout à fait, sur la partie RSE notamment. mais est-ce que ça peut s'acquérir finalement cette intelligence émotionnelle? Donc j'ai fait des recherches et a priori, les études disent que l'intelligence émotionnelle, l'IE, peut être apprise et développée. Alors hier soir, j'ai eu un échange avec quelqu'un sur LinkedIn qui me disait le contraire. Et j'entends toutes les positions, il n'y a aucun souci. Et justement, ces débats sont intéressants. Et c'est aussi pourquoi je vous pose la question. Donc, a priori, les études disent que ça s'acquiert et ça se développe. Et contrairement au QI, donc à l'intelligence cognitive, qui, elle, est considérée comme quelque chose de fixe ou de plus fixe, l'intelligence émotionnelle repose sur des compétences et des comportements qui peuvent être améliorés avec de la pratique et de la formation. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Evelyne? Moi, je suis d'accord parce que je pense qu'on peut apprendre. On voit aujourd'hui fleurir un petit peu partout. Alors, il y a beaucoup de coachs, beaucoup d'accompagnement, etc. Mais pour autant, on voit bien que le sujet du bien-être personnel est très prégnant aujourd'hui, hein. Donc, forcément, le bien-être, ça passe aussi par la gestion de ses émotions. Donc, forcément, l'intelligence émotionnelle étant liée aux émotions, forcément, on apprend. Enfin, je veux dire, c'est juste mathématique. Bien sûr que je pense que ça s'apprend. Alors après, c'est comment ça se mesure, hein, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on considère
et qu'il y a une échelle de degrés dans l'intelligence émotionnelle, enfin une échelle, pardon, oui, des degrés dans l'intelligence, tout ça, c'est très complexe parce que finalement, c'est aussi très subjectif, je trouve. Donc, oui, je pense qu'on peut accompagner, les gens peuvent apprendre la gestion du stress, la gestion de soi, l'écoute active, on en parlait pas mal, on en parlait ce matin. Donc, oui, moi, sans, je dis pas que je suis pas d'accord avec ceux qui disent que ça peut pas s'apprendre, mais moi, j'aurais tendance à dire oui, bien sûr, ça s'apprend. Et j'ai le sentiment aussi, moi-même, par exemple, sur la gestion de certaines émotions, d'apprendre aussi tous les jours. Donc, oui, moi, je suis assez d'accord sur le fait. On peut l'apprendre. Enfin, qu'on peut progresser dans Stéphane. tous les cas. On en a tous une, quand même, je pense aussi. Moi, j'aimerais bien discuter avec la personne qui dit que c'est impossible de faire progresser parce qu'il y a tellement des basiques qu'en fait, on peut tout de suite passer avec des techniques assez simples. À partir du moment où on a compris le retour sur investissement, c'est assez simple de mettre en place des axes de progression. Et donc, je suis complètement pour le fait de dire que ça s'apprend, on peut le faire progresser. Et je l'ai vu sur le terrain. Encore une fois, quand je reprends ce triangle, aujourd'hui, dans toutes les bonnes écoles des ventes, vous avez des modules sur chaque thème. Et aujourd'hui, il y a de la technicité qui est arrivée pour alimenter la partie intelligence émotionnelle. Est-ce que ça se mesure? Ça se mesure côté qualitativement, et notamment avec un coaching, avec le fait de soit je le travaille en mise en situation, donc là, je fais exprès. Donc j'ai des personas d'acheteurs dans lesquels il faut découvrir le persona pour pouvoir rentrer dans une relation dans laquelle ce directeur informatique, ce directeur des achats ou autre va donner de l'information et avec des passages obligés ou si le commercial qui est pendant en train de faire son cas passe à côté de ça, il va passer à côté donc c'est pas des mises en situation simple, c'est vraiment des cas avec plusieurs, c'est comme un jeu de société pratiquement. Ça, j'adore. On peut le filmer si les collaborateurs ou les collaboratrices sont d'accord avec des mises en scène. Et on voit comme un jeu de société, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et ceux qui gagnent, en général, ont utilisé la boîte à outils émotionnelle. Dans la boîte à outils, il y en a plein. Ne serait-ce que de comprendre la gestuelle. Donc, il y a des boîtes à outils j'ai envie de dire, de l'ancien temps. PNL, la partie gestuelle. Enfin, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Ça existe depuis 50 ans. En revanche, je commençais à parler comme je disais tout à l'heure, d'inclination, de travailler le disque. Là, j'ai vu, il y a des éditeurs maintenant qui intègrent la, la compréhension du disque en fonction du profil, en lisant le profil LinkedIn de l'acheteur, les différents échanges, et qui va t'aider à enclencher des conversations, soit par écrit, soit à l'oral, avec des mots qui vont provoquer un échange positif. Et c'est ça que je trouve assez exceptionnel, c'est que très rapidement, avec ces boîtes à outils-là, s'il n'y a pas une vraie intelligence émotionnelle, le commercial va pas trouver la bonne solution sur le. Donc ça, c'est le cas de faire des cas filmés en interne. Et après, il y a le cas très facile d'aller sur place, d'accompagner la partie, sa force commerciale et d'observer. Et en fait, dans ces observations-là, alors en général, quand on est en cas concret, on va pas laisser se planter le commercial pour perdre le deal, même si des fois, c'est dans les échecs qu'on apprend plus que dans les victoires, mais il faut vraiment tout noter, être assez silencieux. On en parlera tout à l'heure, mais voilà. Donc pour moi, ça s'apprend, ça se met en musique et c'est beaucoup plus humain que les deux autres piliers, qui est le savoir technique et le savoir du process, le savoir émotionnel. Il faut passer beaucoup de temps et c'est un temps long et qui, évidemment, et c'est là où je comprends les gens qui disent que ça s'apprend pas, il y a des gens qui sont naturellement mieux équipés que d'autres. OK, parce que dans intelligence émotionnelle, il y a le mot intelligence. Et c'est sûr que sortir du cadre politique, sortir du cadre, comprendre l'autre, tout ça, c'est des choses qui demandent beaucoup d'efforts. Et j'ai toujours cet exemple du good guy et du bad guy.
en posant la question à un commercial en disant, voilà, tu as un rendez-vous, tu es reçu par le responsable des achats, le rendez-vous a duré 3 quarts d'heure, tout s'est méga super bien passé. À la fin du rendez-vous, dans l'ascenseur, Michel te tape sur l'épaule, merci, c'était super. Ça, c'est la théorie du good guy. La théorie du bad guy, c'est la personne, fille ou garçon, qui est reçue par le responsable des achats et qui va l'emmerder. Parce qu'il va lui poser des questions qui fâchent, de comprendre le process, qui va poser des questions qui fâchent, pourquoi il veut quitter son prestataire, qui va... Et ils vont se quitter. Et puis, comme il l'a mis dans une émotion un peu différente, il va ressortir d'autres informations et peut-être qu'il va pouvoir insérer dans sa proposition de valeur quelque chose qui va faire la différence. Et là, ils vont se quitter. Il va pas être très content de son rendez-vous, le responsable des achats. Mais moi, je peux vous dire que le bad guy, il a 2 à 3 fois plus de chances de signer son deal que le good guy qui a juste fait un truc où il aura pu faire une vidéo avec un enregistrement, ça aurait été la même chose. Et bien là, c'est la différence entre je fais juste mon process, je suis un bon technicien, et celui de dire, évidemment, je suis un bon technicien, mais j'ai mis de l'émotion dans tout mon rendez-vous, positive, moins positive, mais là, le deal, il est ferré. Mmh. Et est-ce que le manager, tout à l'heure tu parlais du manager, est-ce que pour être manager, il faut être doté d'un bon capital, intelligence émotionnelle et manager qu'avec l'intelligence émotionnelle, est-ce réaliste? Alors moi, je pense pas que ça soit un outil. Enfin, est-ce que c'est un outil de management, l'intelligence émotionnelle en tant que telle? C'est ça la question? Ouais. Euh, Bah, déjà, ça me fait penser je vais répondre, hein, mais euh, quand tu es sur des architectes, quand tu es sur des équipes commerciales comme ça, plus de 100 ou 200 collaborateurs, tu as forcément des niveaux hiérarchiques. Et en fait, avant de convaincre tous les commerciaux, il faut convaincre tous les managers. Et ça, c'est un boulot qui est d'autrement plus compliqué parce que si le manager est lui-même pas convaincu, bah, il y a zéro chance qu'il y a quelqu'un de son équipe qui le soit lui-même. Donc, il y a un passage de relais qui est assez fort. Sachant que dans beaucoup d'entreprises, le manager commercial de premier niveau, c'est juste le meilleur des commerciaux. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur qui a la plus belle intelligence émotionnelle. Peut-être qu'il avait le meilleur parc client, peut-être qu'il y a plein de choses. Donc, ça ne veut pas, c'est pas un gage. Donc, il faut forcément passer du temps, lui démontrer la pertinence. Et en plus de ça, et là, je vais répondre à ta question, c'est sûr que euh, quand un manager maîtrise l'intelligence émotionnelle côté externe pour signer des clients et autres, c'est sûr qu'il devient un meilleur manager en interne parce qu'il se met à la place de l'autre, parce qu'il le fait évoluer, parce que son objectif est un objectif, encore une fois, de construction positive, d'une harmonie dans l'équipe, de toute cette partie-là, plutôt que d'être dans quelqu'un qui est 100% dans les chiffres, dans la critique, dans le management 1.0, quoi. Evelyne? Oui, je partage pour effet, pour compléter, c'est vrai que le commerce, c'est un métier difficile. On l'a vu, on a entendu ce matin, je pense que tout le monde le partage, mine de rien, parce on est face à beaucoup d'échecs, hein, c'est vrai. Quand on dit hein, sur un dossier de gagné pour 10 de traité, c'est vrai, c'est un taux de transformation qui est relativement faible. Donc, effectivement, le manager, il doit être à l'écoute aussi des émotions de ses équipes. Donc, s'il n'a pas une capacité à le faire, c'est compliqué de booster des gens. Il faut être très optimiste, en fait, dans l'approche aussi. Il faut toujours accompagner. Donc, c'est une qualité pas forcément fondamentale, parce que je voudrais pas dire qu'un manager qui est dépourvu d'intelligence émotionnelle, c'est pas un bon manager. Je me permettrai pas. Pour autant, si on n'en est pas doté dans le management, et ça c'est ma conviction, ça m'appartient, je pense que c'est difficile d'accompagner correctement ces équipes, c'est sûr. Donc, effectivement, après, quand on fait le même métier que ces équipes, c'est d'autant plus facile qu'effectivement, on est capable de bien ressentir leurs émotions, de comprendre en fait ce qu'ils vivent et de bien accompagner. Donc ça va presque même au-delà de l'intelligence émotionnelle. On sait ce qu'ils traversent. Et après, moi, Alors, ça me fait penser à un truc, je sais plus qui appelait ça comme ça, la technique du montreur d'ours, où le commercial arrive avec son manager.
en rendez-vous. Et c'est le montreur d'ours. Et en fait, l'ours, c'est le manager et c'est le manager qui fait tout. Je pense que pour vraiment faire progresser les équipes, si je parle de transmission, là, en dehors des exercices euh, en interne, c'est taisez-vous les managers. Laissez parler les commerciaux, laissez-les C'est vrai. prendre l'environnement, laissez-les se planter sur un certain nombre de sujets. Et puis après, le feedback, tout de suite, on sort de rendez-vous, vous avez noté, et pas forcément, ouais, dans ta démo, tu auras dû montrer ça, plus ça. Non, mais là, il t'a ouvert une entrée perso pour pouvoir évoquer tel sujet, on aurait pu obtenir tel type d'information. Là, tu as complètement fermé. Tu n'étais pas dans son regard, tu ne le regardais pas dans les yeux, donc il n'était pas avec toi, tu étais accroché sur ton ordi. T'as pas, enfin, des exemples, il y en a 1 million. Et t'as pas parlé de son actualité, t'as pas, voilà. Et c'est comme ça que je pense qu'il y a une vraie transmission manager, et après, avec des cas concrets, c'est encore plus marquant. Et tu as raison, Stéphane, faire un feedback et savoir faire du feedback, c'est très important. Donc, Oui, il y a des belles formations là-dessus aussi. oui, 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 Tout absolument. s'apprend. Tout ça. Eh bien, le mot de la fin, je vais le voler, enfin, je l'ai volé à Evelyne, qui, Ah, durant allez. la préparation de la conférence, m'a dit cela, en fait, ce qui est affiché, l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et elle m'a dit, en fait, que pour elle, le monde actuel, et plus encore celui de demain, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc, Ève, est-ce que tu peux développer ça et Oui, c'est vrai. Stéphane nous dire ce que ça t'inspire? Moi, je crois profondément dans les choses simples et dans les relations simples. Voilà. Depuis des années, je cultive, je pense, avec mes clients des choses simples, des échanges simples, vraiment à l'écoute. Et c'est pour ça qu'on peut faire des choses extraordinaires, en ayant des relations tout à fait ordinaires avec les gens et en écoutant et en se posant. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette phrase. Et je crois que aujourd'hui, la période, il me semble, veut aussi qu'on vive des choses simples, parce que le monde est compliqué. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Merci, Evelyne, j'ai adoré ça. Stéphane, ça t'inspire quoi? Alors, moi, Mais je, de façon très terre à terre, j'aime beaucoup parce que euh, à quoi ça sert de passer du temps dans un rendez-vous en étant que ordinaire, alors qu'il suffit de devenir un peu extraordinaire et de pas oublier son intelligence émotionnelle tout le temps, et le rendez-vous va devenir extraordinaire. Donc ça, c'est ce que je dis tout le temps aux commerciaux, c'est pourquoi le déclencher que lorsque c'est compliqué. Non, soyez extra tout le temps, et la vie sera beaucoup plus facile, et vous serez encore plus content. Et il faut que ça soit une mécanique comme un muscle à travailler en permanence. Eh bien, merci beaucoup. Je trouve vraiment, je voulais mettre cette expression, cette phrase en avant et vous demander vos ressentis par rapport à ça parce que je pense en effet que c'est quelque chose qui mérite attention et sur lequel on devrait s'attacher. Euh, la simplicité, l'extraordinaire dans la simplicité, dans l'ordinaire. Merci à tous les deux. Je ne oui. sais pas, j'ai pas vu de questions dans le chat. Merci à toi Stéphane, merci à toi Evelyne.